Les amis, bonjour, bienvenue sur cette chaîne Les Manches Retroussées. Alors aujourd'hui, je voudrais qu'on attaque un théorème très puissant en électronique que l'on ne voit que à l'université. Et ce théorème-ci, je ne pense pas, du moins pas dans notre système actuel au Cameroun, mais on ne voit pas cela au lycée. Je pense que peut-être dans d'autres pays, ça se voit au lycée. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez rencontré dans une classe autre que l'université. Alors, pour attaquer ce théorème-ci, j'ai choisi de prendre un exercice vraiment classique, deux générateurs de tension et puis 3 résistances montées en parallèle. Et c'est un exercice dans lequel on nous demande de déterminer la tension bonne de la résistance R3 ici, connaissant bien sûr la tension bonne de la résistance R1 et R2. Alors, je dis que c'est un classique parce que c'est un exercice qu'on rencontre très généralement quand on veut parler du théorème de Millman. Ici donc, ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est qu'on va montrer que c'est possible de trouver la tension bonne de la résistance R3 en utilisant d'autres théorèmes de l'électronique. Par exemple, le théorème de superposition qu'on a vu dans une vidéo précédente sur la chaîne. Par exemple, un autre exemple encore, les lois de Kirchhoff. Toujours qu'on a vu sur une vidéo qu'on a vue sur la chaîne, on peut utiliser les lois de Kirchhoff pour déterminer la tension bonne de la résistance R3. Et puis, on va démontrer que ce sont des méthodes un peu trop longues, que le théorème de Millman nous permet d'aller beaucoup plus rapidement vers l'objectif qu'on s'est fixé. On sait très bien que lorsqu'on travaille ou lorsqu'on est dans un examen, la méthode la plus rapide est toujours la plus adaptée pour nous. Alors, commençons donc. Ici, on nous demande de déterminer la tension bonne de la résistance R3. Ce qu'on peut faire ici d'abord, en utilisant les lois, si on veut utiliser les lois de Kirchhoff, c'est que on pourra déjà installer. Et avant de continuer, je voudrais qu'on remarque une chose fondamentale ici, c'est que vous voyez que là, le générateur de tension génère une tension qui va vers le haut dans le circuit de ce côté-là. Et ici, le générateur de tension débite une tension qui va vers le bas. Donc, c'est déjà une subtilité qu'il faut prendre en compte pour travailler le théorème de Millman et même les lois de Kirchhoff. Donc, pour travailler sur les lois de Kirchhoff dans ce circuit-ci, on va d'abord prendre déterminer d'abord le courant avec ce nœud-ci, utiliser la loi des nœuds en ce nœud-ci pour déterminer le courant. Par exemple, appelons ce courant-ci I1, appelons cet autre courant qui va comme ça I2. Et puis on sait qu'il y a un courant dans cette branche-ci. Mais vous voyez que là, on ne peut pas déterminer à vue d'œil le sens du courant qu'il y a dans la branche qui porte la résistance R3. Parce que si on décide de mettre le sens descendant, comment est-ce qu'on sait que le générateur E1 dépasse, ou alors la valeur de la tension débitée par le générateur E1 dépasse celle débitée par le générateur E2. Donc c'est un vrai problème. Donc ce qu'on fait dans ce genre de cas, c'est qu'on détermine le courant directement, on choisit un sens arbitraire, on détermine le courant par le calcul et puis le signe de notre intensité à la fin va nous donner le sens du courant à proprement parler. Donc ce qu'on fait ici, c'est qu'on détermine, on prend un sens du courant quelconque, on écrit la loi des mailles ici, on écrit la loi des mailles là. C'est généralement quand on écrit une loi des mailles, par exemple dans cette maille-ci, on aura, je pars directement et puis je prends par exemple le sens du courant I3 qui descend. Ça veut dire que la tension U va monter, UR3 va aller comme ça et puis ici on aura la tension UR2. Donc en écrivant la loi des mailles ici, on aura que, et puis on se décide de prendre ce sens-ci positif. Dans la maille 1, on aura que UR3 moins UR2 sera égal à E2. Ensuite, la deuxième maille, là, on peut prendre, vu qu'on connaît le sens du courant qui va là, on peut prendre notre tension UR1 qui va dans ce sens-ci, on applique la loi des mailles. Et avec ce sens positif ici, on aura quoi? On aura que moins UR1 moins UR3 est égal à E1. Ce qu'on constate, c'est quoi? Allez, on arrange cette équation. Si on aura UR3 moins UR2 égale E2, et puis UR1 moins UR3 plus UR3 égale moins E1. Ce qu'on constate rapidement, c'est que on a deux équations. Ce qu'on cherche, c'est UR3. On a deux équations. Je ne sais pas si c'est exactement cela, mais je pense que ça doit être ça. Mais c'est le fond qui est important ici, ce n'est pas la forme. Donc, ici, on constate qu'on a UR3 là. On a donc deux équations, mais
D'autres constats qu'on fait, c'est qu'on a deux équations avec trois inconnus. La méthode, quand on a deux équations avec trois inconnus, en parlant des lois de Kirchhoff, c'est de trouver une autre maille dans laquelle on aura une troisième inconnue, ou alors pour laquelle on pourra résoudre ce type d'équation, c'est de trois équations à trois inconnues. Donc, ici, on va prendre la grande maille là, qui va faire intervenir la maille entière ici, écrire UR1, UR2, E1 et E2, et prendre, voilà, faisons-le rapidement, on prend toute la maille ici, on prend le sens positif comme ceci, on verra que E1 moins UR1 moins UR2 plus E2 au 0. Ce qu'on va voir, et là, le travail est terminé parce que voici une troisième équation qu'on aura là. Donc, on pourra avoir trois équations à trois inconnues qu'on pourra utiliser. Et on pourra utiliser le pivot de Gauss ou n'importe quelle autre méthode pour trouver la solution UR3. Bien sûr, en supposant que dans cette équation-ci, le coefficient de R3 vaut 0, donc 0 fois UR3. 0 fois UR3 plus dans cette équation-ci, le coefficient de UR1 c'est 0 et dans celle-ci, le coefficient de UR2 c'est 0. Et puis avec ça, on travaille. Ça, c'est la première méthode, les lois de Kirchhoff. Mais ce qu'on remarque aussi, c'est que les lois de Kirchhoff sont, dans ce cas-ci, c'est une méthode extrêmement longue. Parce qu'il faudra d'abord déjà déterminer toutes ces équations-ci, résoudre le système d'équations avant de trouver UR3. On peut se tromper quelque part dans le calcul. La deuxième méthode que je vous propose, c'est d'utiliser le théorème de superposition. On a vu le théorème de superposition dans l'une des vidéos qu'il y a sur la chaîne. Le théorème de superposition qui dit que lorsqu'on a un circuit électrique avec deux ou plus de générateurs, donc ça peut être deux générateurs de tension, un générateur de courant, en tout cas à partir du moment où on a déjà plus de deux générateurs dans notre circuit, qu'ils soient des générateurs de tension ou des générateurs de courant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut, pour les générateurs, on peut d'abord garder un seul générateur pour circuiter tous les générateurs de tension et pour circuiter tous les générateurs de courant et travailler juste avec ce générateur-là, trouver la tension bonne du dipôle qu'on nous a donné comme exercice et puis faire le même travail pour tous les autres générateurs dans notre circuit et déterminer la tension totale avec une addition ou une soustraction. Ça, c'est une autre méthode. Mais ici, vous constatez aussi que la méthode sera très longue parce qu'il faut d'abord court-circuiter ces générateurs de tension-ci, trouver la tension là, puis court-circuiter ces générateurs-ci, trouver la tension là, et puis jumeler les deux pour trouver la tension totale. C'est encore une méthode un peu longue. Maintenant, donc, dans cette vidéo-ci, on va parler du théorème de Millman. Et la particularité qu'il y aura pour moi dans cette vidéo-ci, c'est qu'on parlera du théorème de Millman en appliquant directement notre exercice, en appliquant directement ce théorème dans notre exercice. Et puis, à la fin de l'exercice, vous verrez que le théorème de Millman va sortir de lui-même. Et puis, on pourra généraliser cela à d'autres circuits électriques ou même avec la formule générale du théorème de Millman. Alors, allons-y donc. On a donc ce circuit-ci qui nous est donné au départ. Et on nous demande de déterminer la tension U qui passe dans le dipôle R3 ou la résistance R3 ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer directement le théorème de Millman. Le théorème de Millman dit quoi? En fait, le théorème de Millman est un théorème. D'autres noms qu'on lui donne souvent, c'est la loi des nœuds en termes de potentiel. Qu'est-ce que ça veut dire? La loi des nœuds en termes de potentiel. Ça veut dire que lorsqu'on a un dipôle, ou prenons dans notre cas-ci, une résistance. Lorsqu'on a une résistance, comme ceci, ici, on a un point A et un point B. Qu'est-ce qu'on sait? On a un courant qui traverse la résistance R. La loi d'Ohm nous dit que la tension U au point de ce dipôle-ci, donc la tension UAB, est égale encore à VA moins VB, qui est encore égal à R, la résistance au point de ce dipôle multiplié par l'intensité du courant qui traverse le dipôle en question. Donc, si on veut l'intensité du courant qui la traverse, là, ce I là sera égal à VA moins VB, divisé par R. Maintenant qu'on sait ça, on peut directement appliquer cette loi-ci à notre nœud qui est là, à ce nœud-ci, en disant que la tension I dans chaque branche sera égale au potentiel d'arrivée, au potentiel de départ moins le potentiel d'arrivée dans la petite branche divisé par la résistance qui est là, qui agit dans la branche. Alors, ici, on voit que le courant qu'on a là, c'est un courant, le courant qui est ici, c'est un courant I1, appelons-le I1. Le courant qui est là, c'est un courant qui part aussi comme ça, c'est un courant
qu'on pourrait appeler I2. Donc, si, comme on l'a dit tout à l'heure, on ne connaît pas exactement le sens du courant dans ce cas-ci, mais disons que le courant I3 va monter. Maintenant, donc, on applique la loi des nœuds en termes de potentiel. Quand vous entendez la loi des nœuds, vous avez envie de dire I égale à I en plus I de plus. Non. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement appliquer cette formule-ci sans toutefois plus passer par l'intensité du courant. Donc, qu'est-ce que je veux donc dire quand je dis cela? Je dis que le courant I1, par exemple, c'est, si on appelle cet endroit-ci d'ici pi A, ce nœud-ci B, cet endroit-ci C et ce nœud-ci D, on aura que l'intensité I1, ça sera VA moins VB, donc le potentiel de départ moins le potentiel d'arrivée. Donc, VA moins VB divisé par R. Maintenant, pour ce courant-ci, et en appliquant la loi des nœuds, bien sûr, on voit que c'est la somme des courants qui arrivent égale à la somme des courants qui partent. Donc, ce courant-ci, il arrive. Donc, on aura plus VB, enfin, comme ce courant-ci monte, ça veut dire que le potentiel de départ, c'est VD moins le potentiel d'arrivée VB divisé par R3 égale donc potentiel de départ VB pour I3, pour I2, pardon, VB moins VC divisé par R3. Ce qu'on remarque ici, c'est que V moins VB, en fait, c'est E1. VB moins VC, en fait, VB moins VC, en fait, c'est E2. Donc, et la dernière remarque que je veux faire sur le circuit, c'est que il faut remarquer que ces tensions-ci sont des tensions sinusoïdales. Ces générateurs de tension sont des générateurs de tension sinusoïdales. Un générateur de tension sinusoïdale ne peut fonctionner que lorsqu'on travaille en circuit fermé. Les générateurs de courant de tension continue, par contre, fonctionnent même en courant ouvert. Même en circuit ouvert, pardon. Ça veut dire donc quoi? Ça veut dire que pour que ce générateur-ci fonctionne, il faudrait qu'on mette une partie du circuit à la masse. La meilleure partie du circuit à mettre à la masse ici, c'est celle du bas. Donc, on va mettre notre masse là. Dire que cette partie-ci est dans la masse, ça veut dire que le potentiel en D est égal à 0. Donc, on peut directement dire que ce potentiel, c'est un nœud. Et faire ce petit développement, puisque la tension UR3, c'est encore VD moins VB. VD moins VB. On pourra directement trouver, et VD vaut 0. Ça veut dire que UR3, c'est moins VB. Donc, allons-y donc. Ici, on développe cette égalité-ci. On aura VA divisé par R1 moins VB divisé par R1 plus moins VB divisé par F3 égale VB divisé par R3 moins VC divisé par R3. On arrive là. Qu'est-ce qu'on veut donc? On veut VB. Donc on peut tirer VB dans notre équation et renvoyer tout le reste de l'autre côté de l'égalité. Et puis on aura notre potentiel, on aura notre tension UF. Vous voyez que là, c'est une méthode extrêmement rapide et extrêmement fiable même. Alors, tirons donc VB. On aura que moins VB sur R1. Moins VB sur R1. Ici, moins VB sur R3. Là, plus moins VB sur R3 aussi. Ici, là, VB c'est R3, ici c'est RV. Donc VB moins VC, c'est RV. Ici. Là, RV. Là, RV. Voilà. Donc, moins VB sur RV. Égal à moins VA sur R1. Moins VC sur RV. On regroupe les VB égale moins VB égale à 1 sur R1 plus 1 sur RV plus 1 sur R3 égale à moins VA sur R1 moins VC sur RV. Donc VB sera donc égal à quoi finalement? À VA sur R1 plus VC sur RD divisé par 1 sur R1
plus 1 sur R2 plus 1 sur R3. Voilà donc à quoi est égal le potentiel VB. Ce potentiel, si on sait que lui, il est encore égal à UB, à UBD, qui est le potentiel, qui est la tension au bord de R3, UR3. Donc, c'est ça l'application de la loi des nœuds en termes de potentiel qu'on appelle encore théorème de Millman, puisque c'est Jacob Millman qui avait établi ce petit théorème, ce théorème-ci, vers la fin des années 80. Alors, maintenant qu'on a utilisé la loi des nœuds en termes de potentiel pour résoudre cet exercice-ci, dans ce cas précis, il faut qu'on généralise notre théorème. La généralisation dans notre théorème nous dit quoi? Il nous dit que, ce théorème-là nous dit que, lorsque on a dans un circuit électrique plusieurs branches en parallèle, dans ce cas, si on n'a que 1, 2, 3 branches en parallèle, là c'est relativement simple. Mais il y a des cas où on peut donner des circuits, et même on fera certainement sur cette chaîne, on fera des vidéos avec des applications du théorème de Millman avec plusieurs branches dans un circuit. Vous pourrez avoir 4-5 branches dans un circuit et puis on vous demande l'attention au bord d'une seule branche dans ce circuit-là. Et puis la résolution par le théorème de Millman nous dit que la tension au bord de ce circuit-là donc est égale à la tension dans chaque branche divisée par la résistance dans cette branche-là, à la somme des tensions dans chaque branche divisée par leur résistance sur l'inverse des résistances dans toutes les branches du circuit. Ça veut dire quoi? De manière générale, donc, la tension Vn au bord d'une branche N est égale à la somme sur I de Vi divisé par Zi. Ici, je généralise à Zi parce que dans notre cas, on avait des résistances, mais il faut savoir qu'on peut aussi travailler avec des condensateurs ou des bobines. Donc, c'est pour ça que je généralise à Zi pour parler d'impédance. Donc, c'est égal à la somme sur I de Vi divisé par Zi divisé par la somme des inverses des impédances. Voilà donc la généralisation du théorème de Millman. Donc, vous voyez ce que je disais au départ de la vidéo, que la résolution du théorème de Millman dans ce cas particulier, ça va faire apparaître la généralisation même du théorème de Millman. Vous voyez qu'avec ça, on a une bonne généralisation. Vous pourrez directement travailler sur un circuit électrique avec le théorème de Millman. Mais ce que vous devez savoir aussi, c'est que dans certaines universités, le théorème de Millman n'est pas au programme. Donc, vous devez d'abord démontrer la loi des nœuds en termes de potentiel, faire ce petit développement avant de tomber sur le potentiel voulu. Parce que si vous arrivez devant une épreuve et que vous voulez utiliser un théorème qui n'est pas au programme, la meilleure des choses à faire, c'est de le démontrer avant d'utiliser. La loi des nœuds est au programme dans toutes les écoles, dans toutes les universités du monde. Donc, la loi des nœuds, et vous pourrez rapidement convertir cette loi des nœuds en loi des nœuds en termes de potentiel. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais pour appliquer directement cette formule-ci, c'est un peu compliqué. Il faut se rassurer si dans votre programme, vous avez vu le théorème de Millman directement. Allez, je vous dis merci de m'avoir écouté et à la prochaine pour une vidéo. Certainement, on fera une vidéo sur un exercice un peu plus consistant sur le théorème de Millman, ou alors on pourra prendre un exercice sur le point diviseur de tension que j'ai omis de faire il y a de cela quelques temps. Allez, portez-vous bien et à très bientôt.